Si vous vous donnez la peine d'entrer, monsieur. C'est Tomb Raider. Presque. Il y avait King Kong ici avant. Donc voilà, monsieur. Il y est toujours. Vous êtes le premier à visiter la collection de véhicules de collection de prestige Lunaris. Collection de Véhicules de collection de prestige. Ah, d'accord. Et c'est normal qu'il y ait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? Ouais, on n'a pas encore le rose, parce que de mémoire, le rose n'est pas dans l'arc-en-ciel, mais on va essayer de le faire rajouter à l'arc-en-ciel. D'accord. J'aimerais bien une petite en orange aussi, c'est sympa. En orange. Donc, voici votre bite. La fameuse, la bite de 3,30 m qui fait rêver pas mal de monde. Elle a jauni. Elle a jauni. Voici votre micro Ferrari Twingo. Exactement. Ok. Là, c'est une fausse, évidemment. Oui, bien sûr, c'est une fausse Subaru construite par Subaru au Japon. C'est une maquette, on est bien d'accord. Ça, c'est quoi? C'est une fausse coccinelle? C'est quoi? Ça, c'est une fausse Audi TT, aussi appelée la Daihatsu Copen. D'accord, c'est vrai qu'elle est réduite. Qu'est-ce que c'est que cette voiture qui n'a rien à voir, là? Là, par contre, ça, c'est une Rover, c'est à un ami. C'est une erreur. C'est une erreur. Donc, voici la fameuse Mazda RX-7. Oui. Magnifique. Oui, avec un rotatif qui tourne. Puisque c'est un rotatif. Vu que c'est un rotatif. Et cette couleur de merde, vous l'avez choisie volontairement? Non, malheureusement, c'est au dépit de mes efforts pour... J'essaie de cligner les yeux très vite pour pas la voir, mais j'y arrive pas. Et cette magnifique Mitsubishi Lancer? Oui, qui est la même couleur assez moche, mais c'est pas grave. On va s'y atteler, on va la mettre en configuration rallye. Rallye. Je suis très honoré de visiter votre je vous invite à showroom de voitures de... collection de prestige. Collection de prestige. Ok, bonjour à tous. C'est là que je m'assois? Oui, c'est ici votre siège, monsieur. D'accord. Hop là. Bon. Compliqué. Bonjour à tous. Bonjour, pour vous dire bonjour. Donc, nous voilà de nouveau pour un... Parole. De motards. Eh oui. Alors, non, mieux. De vrais motards. De vrais motards. De vrais motards, parce que nous, on a le permis toute cylindrée. Permis gros cube. Et non pas limité à des petites... mobilette de 125 cm3. On a des exemples de mobilettes derrière nous pour illustrer. Bien évidemment, on déconne. Bien sûr, loin de nous l'idée de rouler dans des trucs avec des trucs pareils. C'est ça. On en parlera après. Alors, je vais être très sincère avec vous. Parce que d'habitude, c'est pas le cas. Non, mais alors là, je suis obligé. C'est vraiment de l'ordre de l'intimité. Nous revenons du restaurant japonais. Bah, c'était dans le thème. Oui. Et c'est que du japonais, mis à part la Rover. C'est que du japonais, je suis d'accord. Ou, pour ma part, j'ai déglingué le restaurant et il a mis un panneau faillite. Voilà, ils étaient à 2 doigts de le foutre dehors. Donc, je suis un peu stone, je suis un peu fatigué. On va faire ce qu'on peut, on vous prévient. Voilà, j'ai demandé une carte de fidélité, ils m'ont dit « Mais vous êtes sérieux, monsieur ?» Je vous revois ici, on sort le 12. On lâche les chiens. Non, il les mange. Non, je suis désolé, c'est pas bien. Non, donc voilà, donc effectivement, on va aborder dans ce nouveau Parole de motard le sujet très généraliste de la 125, parce que il est bien possible que beaucoup de motards que vous êtes ayez été peut-être à un moment donné dans votre vie concernés par la pratique de cette moto-là, de cette cylindrée-là. Évidemment, on faisait un peu les cons, nous ne dénigrons absolument pas... si, allez, ça sera la partie 2, ça va dénigrer. C'est ça. Voilà, donc effectivement, non, aucun problème avec ceux qui conduisent les 125, bien évidemment. Je voulais, un petit aparté, il y a eu plusieurs commentaires dans la dernière vidéo, donc Parole de motard, qui était sur la chaîne de Lunaris, qui nous disaient on voudrait que vous en fassiez plus, tout ça. Bon, on répond, du coup, parce qu'on en fait un assez rapidement. Et je me permets de vous dire qu'il y en a aussi sur ma chaîne, qu'on avait aussi mis sur ma chaîne, on a oublié de le dire. Que j'ai partagé, moi, dans l'onglet communauté, mais j'ai l'impression que peu de gens y vont. En même temps, même moi, personnellement, je l'utilise assez peu fréquemment, c'est vrai. Mais oui, il y a une bonne partie des paroles de motards qui avait fait moitié-moitié pendant un moment. Sur la chaîne du monsieur qui est présent ici. Donc on vous invite aussi à y aller et puis à découvrir aussi certaines de mes vidéos qui sont absolument formidables, évidemment. Bon, bref. Du coup, la 125. Si toi, Lunaris, Patrick Lunaris, qui est son vrai nom de famille, il faut le savoir. Vous irez sur le bottin, vous verrez Lunaris. Exactement. Patrick, qui habite au 2142 à Rouen. Voilà. Je dis n'importe quoi. Si je te dis, évidemment, comme ça, à brûle pour point, 125, à quoi tu penses comme ça tout de suite?
Alors 125, moi ça m'évoque déjà ma première moto, vu que j'ai passé le permis 125 à 16 ans, ce qui se fait de moins en moins, j'ai l'impression. J'avoue que j'ai pas de statistiques. Et de toute façon, vous l'avez compris sur nos dernières vidéos, on n'utilise pas de statistiques hyper précises, on n'a pas de prompteur. Nous ne sommes pas des experts. On se prétend pas experts. Après, si jamais vous avez parfois des infos concrètes qui nous contredisent, n'hésitez pas à les partager. Oui, sachez néanmoins que lorsque vous partagez des liens sur ma chaîne, YouTube les bloque automatiquement. Je suis obligé de les vérifier personnellement et de les valider. Mais n'ayez pas de crainte. Si vous voyez que ça ne s'affiche pas tout de suite, c'est juste qu'il y aura un temps de traitement avant que ça s'affiche. Si c'est pertinent, bien sûr, je le laisse. Si par contre c'est pour des crypto-monnaies ou des conneries, des trucs bizarres. Ça dégage instantanément. C'est-à-dire que si tu avais beaucoup de liens, il faudrait que tu les vérifies tous à chaque fois. Oui. Ah, c'est comme du taf. Ok. Oui. Mais vous pouvez mettre des liens, c'est juste que ce ne sera pas affiché tout de suite. Ça marche. Et donc, je ne sais même plus de quoi on parlait. Des 125. 125, tu disais que toi, tu as passé ton permis 125 à 16 ans. Donc souvent, moi, quand on parle de 125, ça me fait quand même penser à des motos destinées aux jeunes ou à des gens qui n'ont pas le permis moto, qui utilisent soit leur ancienne équivalence permis B, permis A1. C'était mon cas, permis B. Ou maintenant, l'équivalence, mais qui doit être complétée de la formation de 7 heures. C'était pas jusqu'à... Si je dis pas de bêtises, 1994, quelque chose comme ça. Je me souviens plus avec le des dates. permis B, tu pouvais. Moi, j'étais encore concerné. J'essayerais de trouver ça et de mettre ça en incrustation. Moi, j'étais encore concerné parce que j'avais mon permis B avant. Je ne me souviens plus du tout des dates. Ok. Parce que je suis vieux, moi. Très vieux. C'est trop vieux. C'est trop vieux. C'est comme ça. Ok, donc toi, tout de suite, c'est moto de jeune. Moto de jeune. Et aussi, paradoxalement, moto de vieux. C'est ce que j'allais dire. Moi, je vois aussi beaucoup de personnes d'un certain âge sur des 125. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent cette formation maintenant assez tardivement. Ils partent sur la formation 125. Et pour beaucoup, une fois qu'ils ont le 125 depuis quelques temps, si ça leur plaît vraiment, s'ils veulent aller au-delà, là, ils s'emmènent vers la formation complète à deux, quoi. Mais oui, moi essentiellement, quand on me parle de 125, je pense à mes premières années de motard, aux motos pour essentiellement jeunes, et puis voilà. Alors, vous pouvez le remarquer, derrière nous, il y a donc 2 125, en l'occurrence, qui sont horribles. Non, c'est vrai. Donc une Monkey de 2022, 23, 24, 23, 22, je ne sais plus. Et ce Dax qui est très récent aussi. Il est 2025. 2025. Donc des motos quand même similaires qui sont en 125. Tu as le permis gros cube depuis belle lurette. Depuis plus de 20 ans maintenant. Tu as eu, comme vous le savez, des motos un peu de tous les styles, de la Harley jusqu'à l'hypersportive. Oui. Comment, comme ça, tu peux expliquer le fait d'avoir ce besoin d'avoir une 125 et en plus tu en as 2, quoi. Alors le fait que j'en ai 2, c'est clairement un concours de circonstances. J'ai eu une opportunité d'acheter le Dax. Toute notre vie d'acheteur de moto. Non, là pour le coup, je ne cherchais pas du tout à acheter un Dax. Parce que je savais très bien que ça ferait doublon. Le Dax et la Monkey sont quasi similaires sur beaucoup de pièces. Le moteur est similaire, les feux sont similaires, les compteurs sont similaires, les rétros, les leviers. Enfin, c'est vraiment 2 motos très proches. Néanmoins, j'étais intrigué par l'esthétique du Dax, même si je préfère toujours la Monkey. Moi aussi. J'ai eu, grâce à l'un de mes abonnés, l'opportunité de faire l'acquisition de ce modèle quasi neuf pour bien moins cher que le prix officiel catalogue. Et c'est pour ça que je me retrouve avec les 2. Ok. Mais sinon, non, je n'avais pas besoin d'une deuxième. Ok. Et maintenant, je garde les 2 parce que je trouve que ça fait joli. Je n'irai pas plus loin, petit peu à l'instar de ce showroom. Il n'est pas improbable que d'ici quelques temps, je mette une des 2 en vente. D'accord. Parce que clairement, je n'ai pas l'utilité des 2. C'est simple, quoi. Ok. Moi, la 125, je vais être très honnête, c'est un vague souvenir, puisque j'ai effectivement aussi commencé sur 125. J'ai quand même ce souvenir d'image de liberté, de facilité, de fiabilité. Le peu de 125 que j'ai eu aucun problème. Tu n'as eu que des 4 temps?
La Varadero, 4 temps. 4 temps. Ouais, j'ai eu que des 4 temps. Que des 4 temps. De fiabilité, un truc qu'on n'a tout simplement pas dit, archi économique, c'est une réalité. Alors après, attention, hein, on ne va pas aller sur l'autoroute à 125 là-dessus. Alors on peut, mais très rapidement. Certaines peuvent, mais ça pourrait faire comment dire, on pourrait faire une vidéo entière sur l'autoroute en 125. Mais les 125, elles sont légales sur l'autoroute. Mais la technique la plus souvent empruntée quand on a une 125 pas très puissante, c'est de se coller derrière un poids lourd et on bouge plus. Hein. Pour éviter un peu le vent, tout ça. Bah, pour éviter pas forcément un peu le vent, mais pour surtout déjà être un minimum perçu par les autres. Parce que quand on est à la vitesse d'un poids lourd sur l'autoroute, mais qu'on fait la taille d'une moto, surtout d'une moto comme celle-ci, les gens n'ont pas l'habitude de ce genre de choses. Et donc, j'ai l'impression que leur cerveau met beaucoup trop longtemps à savoir quoi faire, alors que donc, si on est déjà à l'arrière d'un poids lourd, ils ont perçu le poids lourd depuis bien plus longtemps et ils sont déjà très certainement en train de se dire « je double ». Moi, j'ai roulé pendant très longtemps en 125, de mes 16 ans jusqu'à peut-être un peu plus de 20 ans, parce que même si j'avais déjà passé le permis gros cube, j'étais resté sur une 125 parce que c'était trop onéreux d'assurer une grosse cylindrée à l'époque. C'est ça. Et je faisais beaucoup de trajets autoroutiers entre Rouen et Évreux. Donc c'est une autoroute, c'est une portion, pas vraiment l'autoroute, c'est une voie accès réglementée, donc c'est limité à 110 sur une bonne partie. Mais néanmoins, moi, la moto que j'avais dépassait difficilement le 95, elle montait pas à 100. C'était une Kymco Zing 2, une coréenne, très grosse pour une très valorisante. Ouais, t'avais du chrome, enfin la moto était plutôt jolie, mais performance, non. Voilà. Et donc le seul moyen que j'avais de me sentir un minimum en sécurité, surtout de nuit, c'était de me coller derrière un poids lourd. Okay. Et c'est pour ça que l'autoroute, donc ouais, on n'envisage pas de faire des longs trajets autoroutiers avec une 125. Je ne sais pas s'il y a des contradicteurs qui vont me dire « Ah ouais, mais moi j'ai une 125 qui est débridée de temps qui fait 30 chevaux. Ah oui, bien sûr. Non, mais même avec ta 125 débridée à 30 chevaux... De toute façon, on ne sera pas sur un moteur d'origine. Voilà, la consommation d'une 125 de temps sur l'autoroute va très vite te dissuader. Quoi. Okay. Mais après, non, la 125, comme tu dis, c'est économique. Il y a un vrai sentiment de liberté. D'autant plus quand ce sont des mini-machines comme ici, parce que c'est ultra facile, c'est maniable. Moi, souvent, je l'avais déjà dit d'ailleurs dans une des précédentes vidéos. Tu as un van, oui. tu as un camping-car, tu peux la mettre au cul. Oui, forcément. Oui. Surtout ces petits modèles-là, les 125 plus grosses. Mais avec une 125, souvent, c'est des pneus assez fins, c'est léger, c'est maniable. Ça m'est arrivé très souvent en 125 de voir un chemin ou une route en me disant je ne l'ai jamais pris, je ne sais pas ce qu'il y a au bout. Putain, c'est exactement ce que j'allais te dire. J'étais déjà emmerdé avec un gros cube à la fin d'un chemin à faire des milliards de manœuvres à côté de ma moto pour pouvoir me barrer d'ici. Exactement. Alors avec une 125, ça aurait été beaucoup plus facile. Et il y a plein de lieux comme ça où, avec, comme tu dis, une grosse cylindrée ou une machine qui braque mal ou trop lourde, jamais j'aurais pris le risque de me retrouver dans une situation où j'étais obligé de manœuvrer 150 fois pour repartir, surtout si c'est en pente ou ce genre de truc. Avec une machine comme ça, ou équivalente, hein, je ne parle pas forcément que des mini-motos. Vous prenez par exemple une 125 sera plus légère. Même une 125, tout ce qu'il y a plus basique comme un CB 125F, vous pouvez aller n'importe où, ou un YBR, enfin prenez les exemples que vous voulez. La plupart des 125 sont légères. Là où j'ai plus de mal d'ailleurs, c'est avec l'évolution moderne de certaines 125 qui finissent par avoir le même gabarit et le même poids qu'un 400, 600 ou plus. Là, pour le coup, on parlait de... on a pu, pour moi, ce sentiment justement de facilité, de légèreté et de liberté. Ouais. On parlait dans notre dernière vidéo Parole de motard sur notre fameux top 10, là. Tu sais, je t'avais dit que j'avais une 125 Varadero. Oui. Elle était par contre balèze, celle-là. Alors, je ne sais plus le poids qu'elle pesait, mais elle était quand même pas si facile que ça la Varadero, à manœuvrer. À l'époque, elle était vraiment, comme on l'avait dit d'ailleurs sur la précédente vidéo, plébiscitée par des gens justement qui n'avaient pas le permis moto, qui voulaient une moto qui fasse illusion. C'est ça. Et j'ai l'impression justement que maintenant ce segment-là a été vraiment pris par les Chinois, vu que déjà ils ont des difficultés à faire des motos légères.
Et donc, on se retrouve avec pas mal de 125 qui font dans les 160, 170 kilos. Ouais, ça commence. Et ouais, c'est quasiment le poids d'un 500, quoi. Ouais, c'est ça, pas loin. Donc, même si, pour la plupart des machines que j'ai testées comme ça, elles sont quand même très sympas, on n'a pas forcément ce sentiment de fluidité, de légèreté qu'on peut avoir avec des machines plus modestes, mais qui, bien évidemment, quand elles sont plus petites, plus légères, ont un gabarit de 125 et ne sont pas perçues comme valorisantes par les motards un peu âgés. C'est là où on va effectivement un petit peu visualiser ce spectre des avantages et des inconvénients de la 125. Ouais. Je me rappelle justement dans notre dernière vidéo sur le top 10, si mes souvenirs sont bons, ton top 2, c'est bien une 125. Alors, 125, la CBR, la CBR 125, oui. C'était bien ton top 2. Oui, si je me trompe pas, c'était ça, ouais. Alors, dans mes souvenirs, c'était pas si vieux que ça, mais on est vieux et puis on vient de manger. J'en ai un peu fou. Il y avait un facteur quand même. Tu avais fait beaucoup de kilomètres avec. J'avais fait 25. C'est la moto où j'ai fait le plus de kilomètres. J'ai fait 25 000 kilomètres en un an. Et pas de soucis? Aucun. Ok. Bon, Honda quand même. Aucun. Je le souligne parce que moi. Après, je rappelle qu'à l'époque, je n'y connaissais strictement rien en mécanique. Limite niveau d'huile. Même ça, je le faisais pas. Je faisais rien. Si je remettais peut-être un petit peu de gras sur la chaîne une fois de temps en temps, histoire de dire. De la lucière, c'est. Surtout que la moto couchait dehors à l'époque. Donc oui, je faisais. Par contre, même la tension de chaîne, je le faisais pas. Tu as fait 25 000 bornes avec. Oui, mais la moto, tous les 5-6 000, révision. Ah, oh, j'ai eu peur. Ok. J'étais, on va dire, laxiste sur l'entretien quotidien, mais j'étais intransigeant sur les entretiens périodiques en concession. La plupart du temps, je vais pas dire que je prenais le rendez-vous d'une concession à l'autre à l'avance, mais je savais que un mois et demi, 2 mois après, j'étais de retour. C'était rigoureux, ok. Et oui, la moto n'a jamais donné le moindre signe de faiblesse. Qu'est-ce que j'ai eu en panne? Non, je crois que j'ai jamais eu une seule panne en fait. Non, 25 000 km, j'ai pas le souvenir d'une seule panne. Même pas une crevaison, rien quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais, du coup, considérer que la 125 serait la moto idéale pour quelqu'un qui habite en petite campagne et qui n'utilise pas d'autoroute, mais plutôt voilà, de la petite route départementale, voire de la nationale, et sur des trajets du quotidien, du travail, des choses comme ça. Est-ce que ça serait finalement la moto idéale par rapport à tous les aspects qu'on a vus auparavant? Après, là, je vais sortir de la 125. Moi, je dirais que finalement, pour les usages que tu viens de citer, la moto parfaite, c'est un 250. Plutôt rare, les 250. Mais justement, personne n'achète de 250 parce qu'on est, en termes de performance, gabarit, très proche d'une 125. Mais il faut le permis gros cube. Ouais. Et donc, ça n'intéresse quasi personne. Parce que c'est pas assez performant pour un gros cube. Exactement. Pratiquement toutes les 250 qui ont été vendues en France ont été des échecs commerciaux. Je parle bien sûr des 250 en 4 temps. Il y a quelques 252 temps qui sont plutôt bien vendus, mais c'était des machines très performantes, sportives, rien à voir. La dernière vendue dans cette catégorie-là, c'était la RS 250 chez Aprilia. C'était déjà il y a une vingtaine d'années. Ouais. Mais moi, ce que j'apprécie justement sur les 250, c'est qu'on retrouve tous les avantages de la 125. C'est léger, c'est peu coûteux, c'est fiable. On a encore ce sentiment de liberté parce que les machines ne sont pas d'un gabarit vraiment supérieur. C'est même le même. Et en même temps, on a un petit peu plus de couple. On n'est pas obligé de cravacher le moteur dans toutes les situations. Et donc, pour ce que tu viens de citer, pour moi, ce serait la moto parfaite. Mais c'est pas le sujet. Non, mais c'est surtout que ça implique d'avoir le permis gros cube. C'est ça, et ça change tout. Et ça change tout. Les gens n'ont pas envie, et les ventes le prouvent, de passer le permis gros cube pour avoir une 250. Pour avoir une machine qui répond au cahier des charges que tu viens de citer. Comme si finalement la 250, quand tu as le permis gros cube, elle serait pas valorisante. C'est ça. Les gens, ils se disent, je ne ouais. veux pas, alors que je me suis embêté à passer le permis, avoir la même chose que quelqu'un pourrait avoir sans avoir eu à faire cette contrainte. Parce que oui, le permis, pour beaucoup de gens, c'est quand même une contrainte.
Je sais bien qu'on apprend des choses, hein. J'ai été moniteur, j'ai moniteur moto également, hein. Donc je sais très bien que la formation est utile et formatrice pour plein de situations. Mais les gens ont toujours ce biais, j'ai passé le permis, j'ai le droit au maximum, je prends le plus haut possible. Mais je comprends. Et donc, c'est à la fois ostentatoire, c'est un peu phallique aussi, psychologiquement. Et c'est donc pour ça que finalement, les gens qui ont des contraintes que tu viens de citer, se déplacer sans aller trop vite, qui veulent de la fiabilité, ce genre de truc, ils roulent tous exclusivement en 125 et ne passent pas, la plupart du temps, le permis grosse cylindrée. Oui, puis quand tu n'as pas une seule route qui t'autorise à aller à plus de 90 dans ton périmètre, aller, je sais pas moi, en petite campagne, en grande campagne, sur, je sais pas, 15 à 30 km de périphérie autour de chez toi, quel est l'intérêt finalement d'avoir un gros cube, quoi? Ouais, après, je vais te dire un truc, hein. Moi je fais des balades, j'ai donc un XJR 1300, je fais des balades autour de chez moi, il y a plein de moments où je peux pas rouler à plus de 90-100. Donc finalement, ce trop plein et puis je vais consommer beaucoup en roulant pas vite. Exactement. Parce que c'est un gros moteur qui boit, c'est comme ça. Alors que j'aurais une 125, effectivement. Mais ça m'est arrivé de penser à avoir aussi en plus une petite 125. Voilà. Bon, pour le moment, je le fais pas. Mais on le sait tous que tu finiras avec une moto électrique. Ça, par contre... une petite 125 électrique de 30 chevaux, comme je viens de tester, tu seras là, oh, c'est pas mal pour aller en bord de plage. C'est ça. Alors, tu mettras une bande sonore et tu mettras de l'huile qui pue partout. On va te mettre l'option, t'inquiète pas. On va te jeter de l'huile de thon à la gueule. C'est ça, parfumé. Non, mais pour être vraiment sérieux, ouais, c'est vrai que des fois, moi, je me dis, mais ouais, là, je sors ma grosse bécane, là, mais alors, en ville dans Caen, bah, évidemment. C'est surdimensionné. Mais justement. Le périph' sur Caen, effectivement, est tout le temps très souvent blindé. Et puis, bah, moi, comme j'habite en bord de mer, bah, au nord, bah, je me prends la mer, donc je peux pas aller plus loin. C'est soit je vais à droite, soit je vais à gauche, soit je vais au sud, je vais sur Caen et je me tape la ville. Donc là, en fait, c'est vrai que quand je vais faire des petites balades, et ben un gros cube, ça sert pas à grand chose, vraiment, quoi. Par contre, là, ce que tu es en train de nous demander, c'est de transformer ton XJR en amphibie. Si quelqu'un, un expert, un ingénieur, amphibiologue. Amphibiologue. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Ouais. Donc non, voilà, tu vois comme quoi. Mais oui, oui. Et actuellement, donc, je possède un hypermotard 1100 chez Ducati. Et c'est un peu la même chose. Vu que j'ai également ces deux machines, le peu de fois où j'ai des petits trajets ou à me rendre à Rouen, en ville, ou ce genre de truc, je préfère largement prendre une des 125, parce que déjà, je consommerais beaucoup moins. Eh oui. Ça consomme entre 1,5 litre et 2,5 litres au 100. Encore 2,5 litres, je pense qu'il faut taper dedans. Hein. Bizarrement, pour l'instant, la Dax consomme à peu près 2,5 litres, l'autre 1,8 litre. C'est pour ça que la Monkey, c'est encore mieux. Je suis d'accord que la Monkey, c'est mieux. Ça, il n'y a pas photo. Mais oui, pour une raison qui m'échappe pour l'instant, celle-ci consomme un peu plus. Mais donc, même en étant au max à 2,5 litres au 100, je suis très loin des 7 litres qu'il me faut avec l'hypermotard. Et bon, je l'ai fait il y a peu de temps, aller jusqu'à Rouen ou revenir depuis Rouen avec l'hypermotard, ça peut être aussi grisant quand je trouve quelques routes vraiment très sympas. Mais le facteur de chance qu'il faut avoir pour qu'en plus, à ce moment-là, la route soit propre, qu'il fasse beau, qu'il n'y ait personne devant moi. Donc c'est extrêmement frustrant si on se retrouve avec la grosse moto et qu'on peut rien en faire. Alors qu'avec ça, bah, même en allant moins vite, je peux quand même me marrer un peu. C'est des petits pneus, c'est du 12 pouces, ça prend de l'angle tout seul. Et aussi le facteur qui, moi, joue, j'ai toujours du mal à prendre beaucoup de risques sur une moto très chère. Ou alors, enfin, même pas en parlant de cher, une moto où je sais que les réparations en cas de chute vont être tout de suite exorbitantes. Sur une 125, même sur celles-ci qui ne sont pas données, je sais que si je me crache, les pièces, c'est des pièces de 125, ça vaut pas une fortune. Alors que sur un 1100, surtout chez Ducati, rien que les plastiques vendus au prix de l'or, ça va me tuer. Et psychologiquement, donc je vais pas dire que je prends plus de risques, mais je vais peut-être tenter des trucs que j'aurais pas fait avec la 1100. De toute façon, c'est une approche de la conduite qui est totalement différente. Et pour avoir fait le test, lorsqu'on est vraiment en ville, à faire un petit peu d'interfile, je ne parle pas de rouler comme un malade à taper les rétros ou à essayer de faire un chrono, hein, mais en roulant normalement, en faisant un peu d'interfile en ville, je vais un peu plus vite
avec, avec les 125 qu'avec la 1100. Tu te faufiles, bien sûr. Et on va me dire, ouais, mais la 1100 c'est mieux, c'était plus de bruit, machin, les gens t'entendent. Partez toujours du principe que personne ne vous entend, que personne ne vous voit, que tout le monde en a rien à foutre. Le seul qui doit être à l'affût, c'est vous. S'il y a un problème, c'est votre problème. Donc en 125, ok, on n'est pas super visible, ok, on n'est pas super entendu, mais c'est pas grave. Les voitures sont tellement sonorisées maintenant que des fois... Mais c'est pas grave, c'est à nous justement d'anticiper et de jamais se retrouver dans les situations louches. Et c'est tellement manœuvrable et facile que finalement, il y a très très rarement de problème. Avec une moto de plus grosse capacité, plus gros gabarit, justement, parfois on se retrouve piégé parce qu'on ne peut plus bouger. Ouais. Alors que ça, non. Tout à fait. Et de nouveau, hein, ne prenez pas ce que je dis comme étant exclusivement réservé aux petites 125 comme ça. On adore les gros cubes et on conduit ça depuis des années. Mais ce que je veux dire, c'est que je parle de 125 en général et tout ce qui est d'une taille vraiment 125. Je ne parle pas exclusivement de mini-moto comme ici. C'est ça, ouais. Parce que sinon, il y a encore plus petit. Tu fais bien de le préciser parce qu'effectivement, elle se faufile encore plus facilement. Encore plus facilement. Là, on est en manœuvrabilité, on a la même chose qu'un scooter. Tout à fait. Pour revenir un petit peu à... Tout à l'heure, j'ai roulé dans la... j'ai roulé dans la bite à Lunaris. Tu t'es fait transporter avec ma bite. Voilà. Elle est jaune, elle est jaunie. Hein. Bon, bref. Moi, j'étais halluciné par le côté fun de cette bagnole, à monter dans les tours. Est-ce que aussi un petit peu, alors c'est aussi un peu ce que tu dis souvent sur les moyennes cylindrées, mais là, donc effectivement, on peut considérer que c'est des petites cylindrées. Ouais. Est-ce que ce côté aussi fun à monter dans les tours, même si on roule pas super vite, ça te procure des sensations qui sont effectivement pas de l'ordre de la vitesse, mais de l'ordre de la sensation tout court, quoi. Tu pourras me dire ce que tu penses de ce que je vais dire juste après. Je trouve ça toujours extrêmement fun avec une 125 d'avoir l'impression d'arriver au bout du véhicule. C'est-à-dire que le véhicule, il ne peut pas aller plus vite mécaniquement parce que le moteur est au taquet. Le seul moyen que ça marche mieux, c'est ton pilotage ou ta conduite. Tout dépend d'où vous êtes en train de rouler. Même s'il y a on n'est pas forcément tous sur circuit. Même s'il y aura une limite. Voilà, bien sûr. Mais justement, moi, comme je l'ai dit, j'ai eu une longue période où je ne roulais qu'en 125, alors que j'avais déjà le permis gros cube. Et mes amis avaient déjà le gros cube à l'époque. Et ça m'est déjà arrivé donc de faire des balades. Ils étaient en 600, moi j'étais avec ma 125. J'ai une question d'aparté. Et je me suis Est-ce qu'ils se moquaient de toi pour rigoler? Non, puisqu'ils savaient que j'avais déjà le permis. De toute façon, j'étais un des premiers à l'avoir eu et que c'était purement parce que j'avais pas les moyens. Ils n'étaient pas du tout en train de se moquer de moi. Ils s'en foutaient. Sympathiquement. Hein. Non, mes amis ne sont pas des connards. Non, mais avec la connivence, on peut rigoler, hein, c'est bon. Non, après bien. Donc, je suis en train de me dire que je devais être un connard avec certains de mes amis, par contre. Ah bah, peut-être toujours à l'heure actuelle. Il y a débat. Si vous pensez que c'est toujours un connard, tapez 1. Si vous pensez que Lunaris est un gros connard, tapez 2. Tapez 2, ouais. Ou tapez n'importe quoi, on triera. Ou tapez n'importe qui. Ou tapez n'importe qui. C'est à la mode. Non, ce que j'aimais énormément, justement, c'est qu'il y a des situations où j'arrivais à aller plus vite qu'eux. Oui. Genre dans les descentes, vu qu'en descente, il y en a quand même beaucoup moins besoin de puissance. Regarde les cyclistes qui vont beaucoup plus vite que certaines motos. J'arrivais parfois à les surprendre. J'étais avec eux, voire une fois, j'ai dépassé un de mes amis et il était halluciné. Il fait, mais le mec, il me dépasse en plein virage en descente avec la 125. Bah oui. Mais bon, j'ai pas tenté ça 150 fois. Puis je pense que de toute façon, une fois qu'il a compris comment j'ai fait, il faisait pareil avec sa 600 et il n'y avait plus moyen de jouer. Mais j'aime aussi ce sentiment, sur certaines machines, d'être au taquet, d'être à fond. Alors que sur la plupart des motos gros cubes, si tu étais à fond, déjà, les limitations de vitesse, tu les déchires, tu les exploses, tout Bien sûr. Tu te mets en grand danger. Mais là, parce que dépasser plus de 250, voilà, ce qui est sympa avec une 125, c'est que tu peux trouver les limites de la moto. Très rapidement. Alors que sur une plus grosse cylindrée, c'est tes limites que tu trouves. C'est bien dit. C'est tes limites. La moto. Vous trouvez pas que c'est bien dit Vous en pensez quoi? Dites-le dans les commentaires. Lunaris, c'est philosophe. Tapez philosophie. Non, c'était bien dit. Non, mais sur une très grosse cylindrée, je sais bien que moi, j'ai pas du tout le niveau. Je me prétends pas pilote ou quoi que ce soit. Ça m'est arrivé, vous l'avez vu à de nombreuses reprises, de tester des hyper sportifs, des 1000 qui font près de 200 chevaux, voire plus. Une petite accélération sur droite. Ouais, mais même en virage,
c'est du délire. On n'utilise même pas un quart de la moto parce qu'on voit déjà que, comment dire, les performances sont stratosphériques. On ne peut pas exploiter réellement sans un niveau de malade des motos de grosse cylindrée, là où une 125 peut être grisante justement en essayant de chercher la limite de la moto, la limite de ses propres limites aussi, parce que si la moto est à fond, le seul moyen d'aller plus vite ou de marcher mieux ou d'être un peu plus efficace, c'est de jouer sur son pilotage. Donc ça peut être aussi marrant. Mais je comprends bien que sur les 125 4 temps, c'est des situations quand même assez spécifiques. On peut pas se marrer en côte avec un 125 4 temps. Les reprises en 125 en côte, c'est compliqué. C'est très 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 pénible. C'est quand même, si on parle un petit peu des inconvénients, c'est peut-être l'un des inconvénients majeurs, c'est la reprise en côte. Voilà, les fortes pentes, c'est un calvaire. Si vous êtes à deux dessus, on passe de 90-95 à 60-50. Voilà, c'est ça, d'un seul coup. Et si vous êtes à deux dessus, c'est un enfer. C'est ça. D'où mon affection pour les 250 qui sont aussi maniables mais n'ont pas forcément autant de difficultés dans les côtes. Mais non, les 125 peuvent facilement être fun. Et je ne sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que toi, quand tu es sur une 125, justement, tu es parfois à essayer de titiller les limites de la moto, ou est-ce que tu es plutôt à rouler cool le peu que j'en ai fait, parce que je suis rapidement passé sur Gros Cube. Ouais, lui, il est dans la team. Les mecs en 125, c'est pas des vrais motards. Je le sais, de toute façon, il a fait 75 vidéos sur sa vidéo où il dit que sur sa chaîne, où il dit que ceux qui sont pas au minimum en 1300, c'est des petites bites. Ouais, on est d'accord. Petites bites. Non, moi j'ai eu deux façons de pratiquer la 125. C'est pure balade, rouler pépère, ou soit effectivement aller un peu chercher les limites de la 125. En l'occurrence, quand tu tapes des côtes et puis que tu rétrogrades en 2, 3 et tu es à fond dans les tours. Et puis voilà, d'exploiter le maximum parce que tu as envie quand même d'être un vrai motard. Pardon, d'être. Non, voilà, d'aller encore un peu plus vite. Et puis ouais, tu vois des fois. Moi, je me rappelle, tu es sur une côte. T'es à 50-60, puis t'as un gros cube qui passe à 120. Et là, d'un seul coup, alors je sais que c'est pas top, mais t'as un petit complexe d'infériorité. Tu te dis, mais putain, moi aussi, quand je serai grand, j'en aurai une. Tu vois ? Non, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop aller sur l'autoroute en 125. Ah bah oui, non, mais c'est ça. Pour ça, j'avais, je sais pas si on peut dire deux philosophies, mais voilà, deux pratiques différentes. C'est toi, c'était la pure balade et on roule pépère, limite, même un 50 aurait presque suffi, tu vois. Ou soit, effectivement, c'était aller chercher le maximum de cette bécane pour, pour se... Mais oui, comme je dis, pour se prendre pour un motard, c'est pas ce que je veux dire, mais pour avoir encore plus le goût de la moto, pour peut-être... en allant chercher ses limites, désirer encore autre chose. Ouais. Mais comme plein de personnes qui sont passées de la 125 à la 500, à la 600, à la 750, parce qu'ils vont chercher encore plus loin à chaque fois. Alors, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est pas ça. Mais c'est goûter à plus, tu vois. Voilà. Non, mais comment dire, la 125... pour moi, il n'y a pas à dénigrer. Après, toujours, il faut jamais oublier que cette limite à 125, c'est purement administratif. Il n'y a absolument rien en termes techniques. Voilà. Tu disais tout à l'heure que finalement, une 125, c'était, dans certains cas, une 50 en mieux, vu que... une 250 en moins bien. Non, mais c'est surtout qu'il y a plein de situations où on n'a pas réellement besoin de puissance. Bien sûr. Et c'est vrai que pour avoir roulé quand même un peu en 50, le problème de la 50, c'est que c'est limité à 45 et donc même en agglo, tu te fais doubler. Et ça, j'ai toujours trouvé ça débile que ce soit limité à 45 et pas à 50 ou 55. C'est même presque dangereux, je trouve. Oui. Pour s'insérer, par exemple. Tu t'insères pas, tu envoies une fusée de détresse. Je suis là. Enfin, je suis d'accord sur le fait qu'avec une 125, tu peux avoir, entre guillemets, le même comportement qu'avec un 50, sauf que finalement... tu vas très certainement consommer moins qu'un 50, parce que les 50, c'est souvent des deux temps, même si ça se fait de moins en moins. Si tu tires tout le temps la bourre au 50 pour exploiter le maximum, tu consommes le maximum. Donc, tu te retrouves avec un 125 avec des performances équivalentes, mais tu consommes beaucoup moins.
Et si tu roules pépère, tu as quand même un petit surcroît de puissance par rapport aux 50 qui est bien appréciable. Et je rappelle que, contrairement aux 50, les 125 sont autorisés sur tous les types de voies, y compris sur l'autoroute. Mais même si effectivement, c'est pas super top. Ouais. La limite à 125, de nouveau, est totalement administrative. Il y a des pays où c'est 150, d'autres où c'est moins, d'autres où c'est 100. C'est ça. Il y a une période en France où les 125 avaient été remplacés par les 80. Oui, je me rappelle les 80. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 4-5 ans de mémoire dans les années 80. Il y a eu des 100 aussi pendant un moment. Il y a eu des 100, mais de mémoire, il n'y a pas eu de limite à 100, au niveau législatif. Ouais, quoi. Okay. Il y a eu une limite à 80, il y a eu des limites à 125. Okay. Et il faut aussi se souvenir que pendant longtemps, les 125 étaient considérés comme des cyclomoteurs. Parce que ça avait vraiment aucune patate, quoi. C'est qu'après, c'est considéré comme moto légère, et ce qui est toujours le cas maintenant. Dans mes souvenirs, le maximum en puissance chevaux, c'est 15 chevaux, c'est ça? Oui. Ok. Donc ça veut dire que... Tu as combien de chevaux, par exemple, sur ces deux modèles-là? 9. 9. C'est quoi la puissance la plus faible qu'on puisse avoir sur une 125, que tu puisses connaître? Le plus faible, c'est une bonne question. Par rapport à un 50, par exemple, il y a vraiment un écart important entre la 50 la plus puissante, si j'ose dire, et la 125 la moins puissante. La 125 la moins puissante. Tu vois, je m'étais jamais posé cette question. Est-ce qu'il y a moins que 9? Peut-être dans les commentaires, si vous pouvez nous le dire. Enfin, ma question... Actuellement, en vente, je pense pas qu'il y ait moins que 9. D'accord. Ma question, c'est que est-ce que tu sens une importante différence entre effectivement une 9 et 15 et la maximum qui peut exister sur une 15? Oui, il y a une nette différence. La Shadow, par exemple, 125 est une 15 chevaux, par exemple. Oui. C'est la plus puissante des customs. Oui, même moteur que dans la Varadero. Tout à fait. Et il y a une nette différence entre ça qui fait 9 chevaux et une qui en fera 15. Tu prends une hyper sportive, ou une sportive de 180 chevaux, et on prend une de 172. Il y a 8 chevaux d'écart. Tu verras jamais de différence. Tu prends celle-là, 9 chevaux, et une autre 15, tu vas voir la différence. Mais je pourrais même te faire essayer juste la moto de mon frère, qui a du même gabarit, mais qui, elle, fait 11 chevaux, et tu vois tout de suite qu'elle marche mieux. C'est pour 2 chevaux. Pour 2 chevaux. Hein. Wow. Oui, parce que justement... En gros, ça veut dire que plus on est dans les petites cylindrées, plus la différence de puissance est importante. Oui, et il faudra aussi un jour que j'arrive à te faire tester un vélo électrique. Ça sera le premier palier avant que tu sois en moto électrique. J'ai pas compris. Non, mais un vélo. Tu vas réussir à te convaincre. Mais il essaie de m'endormir. Tu vas réussir à te convaincre que c'est l'avenir. C'est pas grave. Donc, un vélo électrique, j'en ai testé un bon paquet. Les différences sont même plus en chevaux, c'est en watts ou en centaines de watts. Je rappelle qu'un cheval, c'est 700 et quelques watts. D'accord, ok. Donc, que tu aies une machine qui fasse 250 watts ou 500, c'est tout de suite perceptible la différence. Et pourtant, la différence n'est pas... Et du coup, en l'équivalent chevaux, c'est très peu. C'est très peu. C'est même moins d'un cheval. C'est moins d'un cheval. Et donc, si à l'inverse, j'ai eu des vélos qui faisaient l'équivalent de 2 ou 3 chevaux, par rapport à celui qui fait 250 watts, donc 0,3 cheval, oui, c'est une fusée. Et ça se sent instantanément. D'accord, ok. Et c'est d'autant plus perceptible sur ce genre de véhicule que les vitesses max sont assez proches, peu importe la puissance. Mais c'est les accélérations qui, elles, sont totalement différentes. Beaucoup plus franches, ouais. Là, par exemple, sur cette 125, la DAX, elle est officiellement donnée pour 90 de vitesse max. En la poussant vraiment au compteur, tu arrives à 100 et quelque chose. Mais officiellement, Honda disait que tu pourrais rouler avec un adulte, un enfant dessus jusqu'à 90. Chevaux, celle-là ? Elle en fait 9. Et la Monkey aussi ? Pareil, c'est le même moteur. Et la Monkey, tu l'as montée à combien ? Je l'ai montée un petit peu plus haut. Je sais que quand j'avais essayé, j'étais à 110, 115. Au compteur, j'ai dû la monter à 120, 125 en descente. Ouais. Mais moi, sur les plages, j'étais à 115 quand j'avais testé avec chez moi. La grosse différence entre le comportement de ces 125-là par rapport aux 125 qui font 15 chevaux, c'est que celles qui font 15 chevaux, justement, elles maximisent l'efficacité à haut régime pour sortir les 15 chevaux. Et donc, elles consomment un peu plus, ça reste des machines modernes, donc c'est pas si délirant que ça. Là où celles-ci sont beaucoup plus à privilégier des utilisations à bas et mi-régime. De toute façon, il n'y a même pas de compteur, donc je pourrais pas vous dire. Il n'y a pas de compte tour, donc je pourrais pas vous dire exactement à quelle vitesse de tourne. Il a trop mangé. Mais
on voit une nette différence sur l'utilisation. Moi, ces deux motos-là, à très haut régime, je les trouve insupportables. Et on va réussir à les faire cracher 100, peut-être 110 km à compteur, mais c'est vraiment désagréable. Là où il y a des 125 qui montent à 120, 125, très rarement 130 ou plus, surtout quand je suis dessus, parce que moi je suis très lourd. Mais C'est à cause du japonais. Mais à chaque fois, ça, c'est uniquement des moteurs qui vont prendre 12, 13 000 tours, quoi. C'est des moteurs qui tournent très, très, très vite. Okay. Je sais qu'il y a certaines personnes, justement, qui ne veulent pas prendre de l'autoroute avec des 125 parce qu'ils partent du principe que rester à plus de 10 000 tours pendant des heures et des heures pour rester à une vitesse assez élevée, pour eux, c'est destructeur pour la mécanique. Sachez que c'est totalement faux, hein. Ces mécaniques-là sont prévues, sont conçues pour rester à très haut régime pendant des plombes. Ça m'est déjà... Enfin, je rappelle, hein, j'ai fait 25 000 km avec ma CBR 125 qui, à l'époque, faisait 12 ou 13 chevaux à carbu. J'étais au CBR qui faisait que 13 et pas 15 chevaux. Non, il n'y a jamais eu de CBR à 15 chevaux. C'est marrant ça. Mais Shadow 125. Mais c'était une machine d'entrée de gamme, la CBR. Hein. Elle était CBR, toute petite. Tout de suite sport. Oui, mais elle avait un look un peu sport. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc, cette machine-là, je l'utilisais au taquet en permanence. La pauvre. Jamais eu un seul problème. Elle a fini, je l'ai revendue, elle avait 50 000 km, elle fonctionnait parfaitement. Donc non, il n'y a pas de difficulté, c'est conçu pour ça, mais il y a des gens qui ne veulent pas utiliser la machine comme ça, ils ne trouvent pas ça agréable. Bah, dans ces cas-là... Je pense que c'est une peur... je ne sais pas si c'est inconscient, mais de se dire, si je l'utilise au maximum, ça va effectivement... la faire chauffer, la fatiguer. Je pense que c'est un peu humain, enfin c'est un peu logique de se dire ça. Mais souvent, c'est justement des gens qui n'ont pas d'expérience moto. Des gens qui ont plus d'expérience voiture, parfois même diesel. Donc la fameuse zone rouge, donc là, ils sont qui déjà à 4500 tours, tu es déjà en zone rouge. Ils sont tous à utiliser les moteurs à très très faible allure. Les moteurs de voiture sont rarement conçus pour rester à haut régime pendant longtemps. Tout à fait. Alors que ces motos-là, non, il n'y a pas de problème. Hein, tu peux les utiliser au taquet, il n'y a vraiment aucune difficulté. Okay. Ça se fait. Okay. Et ça doit se faire si on veut utiliser les performances au max. Hein. Okay. C'est malheureux, mais en 125, on n'a pas le choix. Hein. Si on veut sortir des chevaux, il faut être à bloc. Il faut cravacher. Je voudrais aborder avec toi, mais avant de faire une petite synthèse, un petit peu le marché actuel des 125. Mais avant, est-ce que finalement, pour un petit peu synthétiser tout ce qu'on s'est dit, si on met de côté l'utilisation sur l'autoroute, qui effectivement est plutôt compliqué, est-ce qu'on pourrait considérer que la 125 sur du périurbain, du urbain, de la petite campagne, de la campagne même, finalement serait presque la moto idéale, sachant qu'il y a les critères de fiabilité, d'économie, de pollution peut-être, je ne sais pas, fun, de liberté, voilà. Est-ce que toi, tu pourrais la considérer comme finalement la cylindrée presque idéale? Oui, parce que justement, si on prend tout bout en bout, déjà, les 125, les hauts de gamme sont chers, mais il y a quand même encore actuellement des 125 entrée de gamme très efficaces. Je veux qu'on en parle après. On en a même de marques reconnues qui sont garanties pendant très longtemps, au moins 4-5 ans, et qui coûtent des tarifs trop chers à mes yeux, mais encore modestes. On en arrive à relativiser. Non, mais je veux dire, c'est des motos qui coûtent l'équivalent de 2 mois de salaire, quoi. Donc, de SMIC environ. Un peu plus? Non, c'est ça, donc de SMIC. Et ces machines-là sont adaptées à tous ceux qui veulent faire, comme tu l'as dit, du périurbain ou carrément de l'urbain. Il y a quasiment pas mieux. La seule alternative, entre guillemets, viable dans ces conditions-là, périurbain, urbain, c'est de l'électrique, qui serait peut-être encore plus adapté. Vous n'avez pas entendu. Non, mais il faut être réaliste. Vous voyez beaucoup de livreurs Uber en 125. Ils sont tous en vélo électrique. Ouais. Ils sont en vélo, ils sont parfois en monoroue. Quand c'est vraiment de l'urbain, la plupart du temps, les gens sont en électrique parce qu'ils font très très peu de distance. Là où, forcément, si on commence à sortir plus loin, oui, la 125 a un intérêt. Et les seuls vrais usages où la 125 pour moi n'a pas réellement de sens, si on doit faire de l'autoroute tout le temps. Ouais, je suis d'accord. L'autoroute tout le temps,
Si c'est vraiment genre 3-4 heures d'autoroute par jour, Même moins déjà. c'est... Même déjà, tu tapais une demi-heure d'autoroute en 125. Bah, la seule alternative de 125 qui pourrait être efficace sur autoroute et pas trop pénible, c'est les scooters 125. Les scooters 125 sont très chers. Genre le Forza 125 que j'ai testé, qui est, si je ne me trompe pas, encore le plus vendu actuellement sur le marché. Ça coûte combien? Les 125, c'est 6000... je sais plus. Putain, le gros cube d'occasion que tu Tu vois, c'est l'avantage d'Internet. Je vais vérifier ça à l'instant. Donc le Honda Est-ce qu'il faut que je comble en disant des conneries? Forza 125. Non, mais tu vois, je continue de parler en même temps. Il va vraiment très vite. Hein. Honda Forza 125 GT, il est exactement à... Le prix. C'est trop long. Où est le prix? Où est le prix? Où est le prix? On va couper à force. Hein. Alors, le prix, c'est de 5 600 € hors option. Donc, c'est l'équivalent à une 125 un peu sport. Et si on le veut avec des options, c'est 6 000. Je m'achète un beau gros cube d'occasion avec ça. Ah, c'est 6 000. Mais ouais, mais on peut jamais comparer le neuf et l'occasion. Ça n'a pas de sens. Alors justement, je voulais en revenir par rapport à ça. Ok. Sinon, avec, je peux m'acheter environ 850 kebabs. Et Dieu sait qu'il aime ça. Enfin, non, parce que moi, je voulais manger kebab et il m'a dit non, on va au japonais. Bon, il a bien fait. Ouais. Petit aparté. Justement, tiens. Donc, j'ai bien compris qu'effectivement, dans ce que tu dis, plus le périmètre est petit, plus on rentre dans l'urbain, plus finalement la cylindrée devait être réduite jusqu'à peut-être l'électrique, parce que tu considérais que ça serait le plus pertinent. Oui. Moi, je remarque un truc quand même, même si je garde ma moto pour le moment et je ne veux pas changer, j'ai toujours mon œil sur le bon coin, je pense que toi aussi, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, je devrais mettre un contrôle parental. C'est pas pour les sites de cul, non, c'est pour le bon coin. Il se met à lui-même un contrôle parental sur le bon coin. Moi, je vais pas sur le bon cul, je vais sur le bon coin. Bref, je vois quand même beaucoup de motos 125 d'occasion, pas si récentes que ça, qui coûtent aussi, voire plus cher que certaines moyennes cylindrées, voire gros cubes. Ouais, je trouve ça super cher. Ouais, c'est les deux temps. Ouais. C'est parce qu'il n'y a plus de deux temps depuis une vingtaine d'années. Il y a quelques personnes qui sont nostalgiques. Ils veulent absolument du deux temps comme à l'époque. Et c'est pour ça que ça coûte une fortune. Oui, mais tu vois, par exemple, je parle de pas la Vardero, la Shadow, oui. La fameuse Shadow 125. Je les vois en bon état, avec pas trop de kilomètres, entre minimum 2005 jusqu'à 3005, 3008, quoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une nostalgie de ces béquettes-là? Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Okay. Il n'y a jamais eu d'autres machines de ce genre-là chez Honda depuis. En tout cas, c'est la seule custom qui fait 15 chevaux. Ça, c'est clair et net. Alors non, des customs qui en font 15 chevaux, j'en ai testé des chinoises. Ah, pardon. Chinois, j'y connais rien. Chinoises qui font la même chose. Okay. Mais les Japonais ont totalement déserté la plupart des catégories de 125. 2007-2008, quoi, un truc comme ça. Mais oui, il n'y a pas les customs 125 japonais, il n'y en a plus depuis très longtemps. Suzuki n'en fait plus, Kawasaki n'en fait plus, Honda, il n'y en a pas, Yamaha non plus, il n'y a plus rien. Les seuls 125 qui restent actuellement, ce sont des roadsters, quelques sportives, quelques mini-motos chez Honda, parce que les mini-motos de chez Kawasaki, Kawasaki ne les vend pas en Europe, alors qu'ils sont en vente dans les autres pays. On a quoi d'autre? Même les néo-rétro, genre les Van, les TW, tout ça, ça n'existe plus. Les seuls qui font encore et qui ont repris toutes ces gammes, c'est les Chinois. Et toutes ces marques-là. C'est des Chinois. Après, il y a du chinois européen avec les Benelli, mais c'est quand même du chinois. Hein. Mais non, actuellement, si on veut reprendre des styles bien spécifiques de 125 et pas être dans la machine basique ou sportive, on n'a pas le choix, c'est chinois. Est-ce que tu penses aussi un peu à l'instar des voitures sans permis qui coûtent une blinde parce que les gens n'ont pas ou n'ont plus le permis? Est-ce que le fait qu'on n'ait pas le permis gros cube et que du coup, il y a des gens qui doivent se rabattre sur la 125 fait que la 125, elle a pris aussi... j'ai toujours trouvé qu'en rapport de cylindrée, elle est bien plus chère, quoi. En rapport de cylindrée, j'ai bien dit. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je sais pas, je demande. Non, mais pour moi, justement, faut pas essayer de faire un rapport cylindrée-prix, ça n'a aucun sens. Non, mais dans le sens où, comme le permis gros cube n'est pas acquis,
alors pas perdu, mais que les gens ne vont pas le passer ou ne l'ont pas tout simplement, bah la 125, elle a une valeur finalement. Cette valeur d'avoir quand même une vraie moto sans avoir le permis moto. Tu vois? Ouais. Mais en quoi ça aurait un lien sur le prix de la machine? Bah parce que du coup, il y en a peut-être moins, je sais pas. Ah non, les 125, c'est ce qui se vend le plus sur la planète. Ouais. Non, Je sais pas. les 125, après, que de nouveau, des pays, c'est des 110, d'autres, c'est des 150. Oui, c'est pas... mais les petites motos comme ça, tu regardes dans les pays comme l'Inde ou plein de pays africains, en Indonésie, c'est des machines qui se vendent à des millions et des millions d'unités. C'est même la plupart du temps des motos dont on n'a jamais entendu parler. Oui, des marques absolument. Il y a des marques indiennes. Alors, évidemment, là, tu vas vraiment sur le niveau mondial. Mais par exemple, tu vois, en France, moi, je trouve que sur le Bon Coin, quand je regarde et que je vois... je veux dire n'importe quoi, tiens, une SV 650, je dis n'importe quoi, qui a 40 000 bornes, je la vois à 2008. Je vois une 125, Varadero, n'importe quoi, machin, mais putain, c'est presque le même prix pour le même kilométrage pour la même année. Ouais, mais tu peux pas comparer un 125 avec un 600. Mais alors, c'est ça ma question. Qu'est-ce qui fait qu'une plus petite cylindrée coûte aussi cher qu'une plus grosse? C'est ça ma question, en fait. Qu'est-ce qui fait ça? Sachant qu'il y a moins de performance, il y a peut-être... Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, pour le coup, c'est que tu es en train de me demander comment les marques justifient les prix en fonction de la cylindrée. C'est juste du marketing. Je suis quasiment sûr qu'une 500 sortie d'usine coûte à peine plus cher qu'une 125. C'est ça ma question. Comment ça se fait? Mais c'est parce que tu es prêt à payer plus. C'est tout. Ouais. Je sais pas. Moi, je trouve que plus la cylindrée est petite, plus c'est proportionnellement cher. Il y a des 50 qui coûtent une blinde aussi. Mais de toute façon, il y a forcément des coûts incompressibles. Peu importe ta cylindrée, tu as toujours besoin de mettre 2 roues, un guidon, un cadre, un moteur. Ah oui. Même si ton moteur il pèse 500 grammes de moins par rapport à l'autre, tu as des coûts qui sont incompressibles. Tu peux pas descendre en dessous d'un certain seuil. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on voit des écarts de prix énormes alors que c'est juste tu passes d'une 800 à une 900. Ouais. C'est purement du marketing. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu vois, moi j'ai un petit peu comme un sentiment, alors je sais pas de frustration ou d'injustice, mais tu vois, quand tu as dit tout à l'heure que le prix de la bécane, la Forza, c'est un scooter, 6 000, ouais. C'était 6 000 balles. T'as vu ce que j'ai dit en off? J'ai dit putain, 6 000 balles, le gros cube d'occasion que je me prends, quoi. Ouais, non, mais tu vois, c'est-à-dire que moi d'un seul coup, parce que tu compares avec de l'occasion, ce qui n'a aucun sens. Mais oui, mais parce que ta moto, donc tu parles neuve, elle coûte 15 000. Oui, mais une moto gros cube à 40 000 bornes par rapport à un scoot à 0 km, j'ai tellement de bornes encore à faire. Le scoot, il sera mort dans peu de temps par rapport à... Le problème des 125 et de l'essence des motos en essence essentiellement, c'est qu'elles sont sacrifiées bien avant qu'elles soient mortes. Je suis sûr que ton scooter, il fera 200 000 si tu l'entends très bien. 200? Oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Les motos, les véhicules, les bagnoles, c'est comme l'informatique. On les fout à la poubelle parce qu'on en a marre. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Oui. On les fout à la poubelle parce qu'on en a marre. Elles ont craché avant. Évidemment. Oui, ça c'est encore un autre problème. Mais la plupart du temps, ce qui est foutu à la benne, c'est pas parce que ça marche plus. C'est parce qu'on n'en a plus envie de les voir. Tout simplement. Le nombre de motos qui finissent à la casse parce qu'ils sont restés dans une grange toute leur vie, ils n'ont même pas fait 10 000 bornes. Peu importe la cylindrée. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais non, tu peux, après, en termes de tarifs, tu peux pas comparer un 600 d'occasion avec un 125 neuf. Il faut que tu compares ton 600 d'occasion avec une 125 d'occasion, même kilométrage, même année. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Mais moi, je vois l'instant, le potentiel de la moto, ce qu'elle nous procure. Mais t'es pas le seul à voir comme ça. Mais de nouveau, la plupart du temps, cette problématique ne se pose pas. Parce que justement, la plupart de ceux qui achètent des 125 n'ont pas autre chose que le permis 125. C'est pour ça que toi, tu te poses la question, tu fais « Ah ouais, je pourrais avoir mieux pour le même prix ». Ouais, parce que tu as le permis. Ceux qui sont uniquement avec le permis 125, bah non, ils regardent juste ce qu'ils peuvent avoir de mieux dans la catégorie de leur permis. Tout à fait. C'est tout. Ok. Enfin, il n'empêche que moi, je trouve... Mais après, voilà. En fait, c'est cher. Pour moi, tu vois, je vais faire un exemple qui va peut-être te sembler absurde, mais qui pour moi a du sens. Est-ce que tu comparerais un bus d'occasion avec ta voiture? Non. Non, mais là, on n'est plus sur une moto. Non, mais sur une moto, mais tu vois, je veux dire, pour moi, c'est la même chose. C'est pas la même catégorie de permis. Oui. C'est pas vraiment le même usage.
c'est pas les mêmes performances, c'est pas le même prix. Il y a quand même une différence d'usage. N'empêche que je suis sûr que tu peux trouver un bus d'occasion pour le prix d'une bagnole neuve. Ah oui. Non, mais j'entends ce que tu dis, mais là, tu sors un petit peu du cadre justement, de la moto. je prends un exemple extrême pour montrer, entre guillemets, l'absurdité du raisonnement. Tu peux pas vraiment comparer deux trucs qui ne sont pas dans les mêmes catégories de permis. Tu peux très facilement comparer un 250 avec un 600 d'occasion, parce que c'est la même catégorie de permis. Et c'est d'ailleurs pour ça que les 250 se vendent très mal, aussi bien neufs que d'occasion. Parce que les gens se disent, pour le même prix, je peux avoir mieux. Donc ça veut quand même dire que plus la cylindrée est basse, plus c'est quand même cher, quoi, merde. Mais de nouveau, tu as des coûts incompressibles. Même si je te mets un vélo, le vélo, il va pas être gratuit. Tu peux pas descendre à rien, quoi. Oui, mais c'est pas rien, c'est très cher. Après, ça, c'est ça en fait le truc. Ça, c'est l'inflation. Hein. Très cher. Alors maintenant, on part dans un débat sur l'inflation qui va durer 8 heures. Regarde, j'ai un exemple tout bête. La Royal Enfield, c'est la Continental que j'aime bien, la orange cuivrée, là, c'est ça? Oui, la 650, ouais. Elle vaut quoi, 6 9 Dans les 7000, j'aurais dit, ouais. Putain, et là, tu me parles du Forza à 6000 balles. Enfin, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, mais de nouveau, elles se font pas concurrence. On est d'accord. Elles se font pas concurrence. Mais tu es d'accord que putain, mais c'est presque un réflexe inconscient de se dire, mais waouh, putain, mais je prends ça à la directe. Oui. Parce que j'ai le permis. Mais de nouveau, elles se font pas concurrence parce que c'est pas le même style de véhicule, c'est pas les mêmes catégories de permis. Et tu vas me dire que le 125 est cher. Mais là, je te dirais que si tu veux un de la même marque, on reste chez Honda, tu prends un XADV, donc un 750, c'est 15 000 balles. Hein. Qu'est-ce qui justifie que ce soit 15 000 balles alors que si tu prends quasiment le même véhicule en moto, donc c'était le NC 750X, qui est équipé tout pareil, même moteur, même boîte de vitesse, c'est 2500 voire 3000 euros de moins. Ah, bah, je sais. Un peu comme nos Neo Retro, qui ont la même base moteur. Qui sont plus chers sans raison. La XR 900, c'est ça, par exemple, ou XR 700, qui ont été néo-rétroisés. Attends, la XR 750, XR 900, c'est pas ça, qui ont été néo-rétroisés. Mon cerveau bug, là. Que tu avais essayé, mais tu disais dans une de tes vidéos que ça justifiait pas le prix. Parce que la XR, c'est un enduro trail chez Honda. Attends, XSR plutôt. Je suis perdu. XSR, oui, la XSR, c'est chez Yamaha. Voilà, XSR 700 et XSR 900, qui ont été néo-rétroisés aussi. Et tu disais à un moment donné, Oui, c'est des MT 07 et 09 qui sont devenus des néo-rétro. Ouais. Voilà, et c'est bien XSR, c'est ça? XSR 700 et XSR 900. C'est ça. Qui valent 3 ou 4 000 balles de plus uniquement parce que tu as une déco néo. Oui. Néo-rétro, pardon. Oui. Ok. Donc, pour finir sur le marché, là, je vais te laisser la main parce que là, tu es beaucoup plus calé que moi. En plus, j'en ai deux. Qu'est-ce que tu peux dire du marché de la 125 actuelle, même si tu en as dit un tout petit peu tout à l'heure? J'avoue que il est creux, il est comment? J'ai pas regardé les statistiques, j'ai l'impression que ça reste à peu près stable. Moi, de ce que je vois avec les abonnés qui viennent me voir, j'ai l'impression qu'il y a quand même de moins en moins de jeunes qui passent le permis à 16 ans. J'ai vraiment l'impression que le marché de la 125 est de plus en plus du marché de loisirs et du marché de primo-accédants à la moto, tu vois. C'est des gens qui ont parfois 4, 30, 50, 60 ans, qui se disent, bon, je vais pas me lancer dans un gros truc, je peux rentrer sur une 125 avec la formation, et on verra après si ça me convient, j'irai peut-être vers le permis. Et il y en a qui, finalement, restent sur la 125 parce que ça leur convient. Mais il y en a toujours, bien heureusement, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de jeunes qui passent le permis moto à 16 ans. La formation, de toute façon, coûte le même prix pour le permis A1 que pour le permis A2. Donc, il y en a beaucoup qui se disent, c'est pas valable, je vais attendre d'avoir 18 ou 20 ans et de prendre directement le gros cube. Et c'est déjà des réflexions qui se faisaient à l'époque où moi j'ai passé le permis. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas, quoi, que les gens attendent de pouvoir passer le A2 directement et pas se retrouver en 125. Quoi. Ok. Qu'est-ce que tu observes comme style de moto 125 qui sortent sur le marché actuellement? Rien. Sportif, il n'y a plus rien? Non, il n'y a quasiment rien qui sort. C'est plutôt les Chinois qui prennent le... Les seules 125 un peu innovantes ou qui reprennent des parts de marché qui ont été abandonnées par les autres, c'est les Chinois. Les Japonais ne sortent strictement rien d'innovant, ou alors c'est que du renouvellement de gamme. Chez Yamaha, il y a la nouvelle R125, la nouvelle MT125.
Et c'est quasiment après, là où les 125 se vendent encore très bien sur les marques japonaises, c'est en scooter. Eux, ils font du beurre, c'est sur les scooters. C'est la moto qui se casse la gueule. La moto, en 125, ils en ont plus grand-chose à faire. C'est les scooters qui se vendent très bien. De mémoire, le Forza que tu trouvais cher, là, c'est de loin la 125. Pas que scooter. Scooter et moto, c'est de loin la 125 qui se vend le plus. Donc, non, je pense vraiment que les marques japonaises ont délaissé le truc et sont restées uniquement avec 2-3 modèles. Maintenant, si on veut des trucs un minimum différents, bah, il faut aller vers les marques chinoises. De toute façon, il n'y a pas d'alternative. Si, il doit y avoir une ou deux marques coréennes qui fait aussi un truc, ou du taïwanais chez Kimco, ou des trucs du genre. Mais non, il n'y a pas vraiment d'innovation, quoi. Donc, que ce soit les japonaises et encore pire l'Europe, on peut considérer des marques européennes qui feraient encore de la 125, j'en connais aucune. Même les Italiens, Aprilia, tout ça, il n'y a plus rien. Non. De toute façon, Ducati n'a jamais fait de petite cylindrée. Enfin, quand je dis jamais, oui, il y a très si vous remontez à la guerre ou je ne sais quoi, peut-être, mais sur ces 30-40 dernières années, non, il n'y a pas eu de 125. Aprilia, maintenant, il y a toujours de la 125, mais c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire c'est sport. Où ils avaient encore un super motard et un peu enduro, je ne sais pas s'ils l'ont toujours au catalogue, mais c'est des machines qu'on croise quand même très très rarement sur les routes. Mais de toute façon, ça c'est le groupe Piaggio en fait. Hein. Donc Piaggio, oui, il y a de la 125 chez Piaggio. Et je parle moto, hein, bien entendu. Hein. Mais sinon, mis à part le groupe Piaggio, parce que Piaggio, c'est Piaggio, c'est Moto Guzzi, Aprilia, et j'en oublie très certainement. Donc eux, ils ont encore un peu de 125, mais si je ne me trompe pas, la plupart des 125 sont faites en Chine. C'est à vérifier, hein. C'est très compliqué d'avoir des infos fiables là-dessus, mais au moins les moteurs sont faits en Chine. Et d'ailleurs, c'est des moteurs qu'on retrouve sur plein de motos chinoises. Si j'allais oublier, il y a encore les Espagnols, avec Rieju, je ne sais plus comment ça se dit. Mais de nouveau, pour moi, ça sent le chinois rebadgé. Ça sent le chinois rebadgé. S'il y a Fanti, en fait, je vais trouver une liste hallucinante. Oui, mais... s'il y a Fanti qui fait encore un peu de 125. Enfin, il y en a quand même beaucoup moins. C'est ça, finalement, qu'on constat. Je pense, en fait, ceux qui ont le plus lâché le marché européen, c'est les Japonais. Les Japonais, le marché européen de la 125. Même les Japonais pour les Japonais. Oui, il y a pas moto, bien entendu, pas 125 en scooter. Oui. Ok. Ouais, il n'y a pas de grosse nouveauté dans le segment des 125. Est-ce qu'il y a une 125, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais qui te fait rêver en ce moment, où tu les as déjà? Enfin, qui te fait rêver, c'est un grand mot, mais qui te plaît bien. Sur le marché du neuf, moi, les 125 que j'aurais aimé au moins pouvoir tester, c'est des motos un peu dans ce genre-là, faits par CF Moto. Je me souviens plus de leur nom. Marque chinoise. Ils ont 2 ou 3 variantes de la même moto. Une qui est en roadster, un petit peu néo-rétro, une qui est semi-carénée, et une qui vient à peine de sortir en Chine, qui est toujours la même base, mais carénée. Et c'est le format, la taille de cette machine-là, je crois que ça fait 10 chevaux, et ces machines sont très 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 jolies. Il y en a déjà beaucoup qui les personnalisent en Chine. Et j'ai même envoyé, il y a de ça 1 ou 2 ans, un mail à CF Moto France leur demandant si ça allait sortir. Ils m'ont dit non, pas homologué Europe. Ah, cool. Pourquoi? Je sais pas. Okay. C'est en vente aux États-Unis, c'est en vente en Chine. Et en plus, c'est des tarifs accessibles, bien moins chers que les Honda. Ça devait être l'équivalent de 3 000 €, je crois, pour une moto. Là où celles-ci sont plutôt à 4 500. 4 500, ouais, c'est ça. Alors qu'elles sont faites en Thaïlande, je tiens à le repréciser. Elles ne sont pas faites au Japon. Hein. Et ouais, c'est ça en 125 qui m'intriguait, justement pour voir si les Chinois étaient vraiment plus pertinents par rapport à ça. Je sais qu'il y a d'autres marques chinoises qui me sont totalement inconnues, mais qui vendent des répliques quasi exactes à ces 2 motos. En termes de taille, de finition, elles ont l'air strictement identiques, mais 2 fois moins chères. Je serais curieux de les tester, mais elles ne me font pas spécialement rêver. C'est juste pour voir comment ils s'en sortent y avait déjà une petite différence pour 2 fois moins cher. Rien qu'en neuf, déjà, s'il y a une différence ou pas. Mais sinon, non, une 125 qui me ferait vraiment rêver. Il n'y a pas grand-chose. Non. Okay. Après, en test, je serais un jour très curieux quand même de tester une Cagiva Mito
7 vitesses, débridé, donc pas légal. Rare et maintenant cher. Une en bon état, j'aurais dit 7000 quoi, minimum. Quoi. Oh là là, la belle gros cube que je pourrais m'acheter. Ouais, mais elle sera pas en 2 temps. Bon, écoute, je sais pas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de. Ouais, mais donc de la ta question. conclusion, est-ce que les mecs en 125 sont des vrais motards? Les filles aussi? Est-ce que les filles sont des vrais mecs? Tu sais, en ce moment, c'est un vaste débat. Je vais pas oser me mouiller là-dedans. Non, donc... Tu as un prénom? C'est Yves? C'est Yael, non, moi c'est Yule. Yule Brynner. Ou Yule. Bon, là, on a perdu la moitié de la communauté. Là. Ouais, mais non, c'est... T'es en train de dire qu'à moitié de notre communauté serait... Ah bah, j'ai rien dit, moi. Nous sommes très tolérants. J'ai rien dit. Ouais. Non, voilà, pour revenir plus sérieusement au fameux titre, un petit peu putaclic, évidemment. Bah oui. Bien évidemment que les pilotes de 125 sont des motards. Les pilotes pilotes et que finalement, être motard, c'est plus... voilà, déjà un état d'esprit. Un état d'esprit, puis surtout... Pour moi, tu peux te considérer motard même en 5 ans. Et bien sûr, et puis surtout une forme de responsabilité aussi. Est-ce qu'on peut se considérer motard à pied? Là, c'est un nouveau débat. Eh bien, écoute, oui, parce que des fois, quand je suis à pied et que je vois un motard, je fais un V comme un con. Ou même en voiture, des fois, ça m'arrive. Et le mec, il te répond. Il me fait... Non, mais des fois, je suis en voiture et j'ai le réflexe de faire mon V, puis je fais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sors la jambe parfois en voiture? Sur ma Méhari. Non, sur la Azam, on peut. Hein, sur la Azeda? Oui, c'est ça. Non, c'est pas une Azam. Ouais, c'est pas une 2 chevaux non plus. Hein. Je me suis trompé. Bon, écoute, ouais, donc voilà, pour synthétiser, bah ouais, effectivement, la 125, c'est quand même une catégorie de cylindrée plutôt cool parce que fonctionnel, parce que fun, parce qu'économique, parce que fiable, parce que voilà, pratique, parce que. Et avant. Et encore maintenant, un peu cher. Non, mais je dirais qu'avant, il y avait vraiment une diversité de véhicules, il y avait tous les styles. Ouais. C'est encore accessible d'occasion ou via des marques chinoises en neuf. Faut espérer que ça revienne avec des catalogues aussi pléthoriques qu'avant. Mais il a regardé son dictionnaire hier soir. Ouais, pléthorique. Ouais. J'ai vu ça à côté d'Astérix. Pléthorix alors. Pléthorix. C'est Pléthorix le Gaudois. Ouais. Et donc oui, on peut se faire plaisir en 125, il n'y a pas de problème. Parce que là, finalement, notre vidéo a quand même été très axée 125 égale déplaçoir, truc utilitaire, mais pas forcément, comme je dis. Fun aussi, c'est agréable, on peut aussi se marrer avec une machine un petit peu sport, ça peut être utilitaire. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut prendre du plaisir tout en étant dans un truc pratique. Je suis assez d'accord. Dites-nous un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez effectivement de cette 125. Est-ce que vous, en tant que motard, si vous êtes gros cube, vous avez eu aussi un bon moment de pratique sur la 125? Est-ce que vous êtes passé directement? Quel serait peut-être aussi votre 125 préféré? Voilà, n'hésitez pas à laisser des coms. Et aussi, d'y répondre. Comme j'avais déjà pu le demander il y a ça un bon moment, est-ce que vous seriez prêt en tant que motard gros cube à revenir à la 125, ou peut-être que vous l'avez même déjà fait, ou que vous avez gardé les deux dans votre garage? C'est hyper intéressant ce qu'il vient de dire, parce que tout le long de notre vidéo, j'étais en train de m'imaginer, de me poser cette question-là, et je crois que je ne serais pas encore prêt à virer mon gros cube pour un 125, mais je serais prêt à avoir les deux. Ça, ouais. Bah, moi, vraiment. Tu vois, j'ai les deux. Pour passer d'un plaisir à l'autre. J'ai les deux, en fonction du contexte. Et moi, pour le coup, j'aurais aucun scrupule à virer la grosse. Il ne parle pas de sa copine. On parlait de la Ducati. On parlait de la Ducati. Mais non, après, rien ne dit que je finirai pas par racheter un autre truc après, mais évidemment, quoi. Non, là, actuellement, de toute façon, quand je roule, essentiellement, c'est avec une des 125. Je roule très très peu avec... Psychologiquement, c'est compliqué, hein, quand on a deux véhicules à disposition, un qui consomme 1,5 litre au 100, l'autre qui fait 7 litres. Même si on n'a pas de problème d'argent, d'un côté, on se dit... aller tellement plus vite parce qu'on va utiliser des routes où on ne peut pas vraiment se le permettre. Non. Et puis, en plus, pour prendre le risque d'être frustré et de ne pas pouvoir utiliser le véhicule comme il devrait. A contrario, d'être frustré par une trop petite quand tu vas te manger quelques côtes, des pentes, machin, des trucs. Ouais, mais c'est pas grave, t'as la classe en Dax.
N'importe quoi. Je pense qu'on va finir là-dessus. On a la classe en DAX. La classe en DAX. Il m'a fait beaucoup de slogans aujourd'hui sur plein de marques différentes. Ok, bon, moi, on vous remercie. On vous souhaite une bonne fin de vidéo. On espère que vous aurez apprécié le nouveau cadre. Ce ne sera pas forcément celui-ci à chaque fois. On se remettra peut-être sur ton petit parc. Ouais, ça fait un peu. On essaiera un jour aussi de refaire en bord de mer comme on avait fait une fois. Ouais, mais c'est le vent. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai des moumoutes. Il a des moumoutes, donc des moumoutes 125. Des moumoutes. Si ça avance pas vite. Bon, alors cette vidéo qui devait durer 20 minutes, combien de temps elle dure? Je sais pas, peut-être 1 heure, 45 minutes, j'ai aucune idée. Je ne sais pas, je vois pas de là, je suis trop loin. Bon, on vous dit au revoir, à bientôt, et puis... mettez des pouces, abonnez-vous. Mettez des pouces, et puis à bientôt pour un nouveau Parole de motard. Est-ce qu'ils peuvent nous suggérer des sujets? Ils peuvent, c'est 5 €, mais ils 5 peuvent. €. Putain, ça va nous faire du blé. Enfin non, c'est ta chaîne, espèce de salopard. Ouais, suggérez-nous des idées de sujets par rapport à effectivement Mais des sujets bien pourris où on peut dériver pendant 3 voilà, heures. Comme on fait et à la fin parler de tout à fait autre chose. C'est ça, c'est ça. Bon. Allez, on vous laisse. À bientôt. Mais à tous. Salut.